Chers amis, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette conférence virtuelle sur les maladies hépatiques, conférence dénommée Kolda 2020, sur les maladies hépatiques qui constituent un problème majeur de santé publique en Afrique. Ceci du fait de la forte prévalence des hépatites virales B et C dans notre continent, mais surtout de leurs complications graves que sont la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. Nous aimerions vous recevoir à Dakar pour l'organisation de ce congrès. Malheureusement, la pandémie de la COVID-19 a bouleversé tous les programmes de l'année 2020. La Société sénégalaise de gastroentérologie et d'hépatologie remercie vivement le comité d'organisation de Kolda et espère, dans un proche avenir, accueillir ce congrès prochainement au Sénégal, pays de la Teranga. Je vous remercie pour votre attention et soyez les bienvenus pour ce congrès. Merci.
So it's my pleasure to introduce the first session today, and it's my honor and pleasure to introduce the first speaker, Professor Fumi Lassi from WHO, Congo-Brazzaville. She will present on viral hepatitis B and C elimination in 2030. Professor Lassi is a professor of medicine at the College of Medicine, University of Lagos, Nigeria, an honorary consultant gastroenterologist. She's a regional advisor for viral hepatitis at the WHO Regional Office for Africa, and she provides and coordinates technical support for development of national strategies and policies related to hepatitis epidemiology, prevention, and management, in addition to proactively contributing to enhancing the regional profile of viral hepatitis. Professor Lassi. Pour commencer, je voudrais remercier le comité d'organisation de Kolda 2020. À l'ère de la COVID-19, organiser un événement de ce genre est un véritable défi. Nous félicitons donc Kolda pour cette conférence. Mon exposé portera sur l'élimination des hépatites virales B et C d'ici 2030, en vue d'assurer, comme vous le savez, un avenir sans hépatite. Nous commencerons par expliquer pourquoi l'hépatite virale est une menace pour la santé publique. Puis, nous examinerons la stratégie et les objectifs mondiaux liés à l'hépatite. Ensuite, l'état d'avancement de l'élimination, les leçons que nous pouvons tirer des pays qui ont adopté cette stratégie, et enfin, les progrès réalisés dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Cette diapositive montre qu'en effet, l'hépatite chronique est devenue une menace pour la santé publique. Il y a 3 points à souligner pour commencer. Le premier sera l'important fardeau mondial de l'hépatite virale, qui touche plus de 320 millions de personnes. Et vous verrez que l'hépatite virale touche plus de 250 millions, l'hépatite virale C touche plus de 250 millions de personnes, avec une prédominance dans le Pacifique, l'Occident et l'Afrique. Et nous pouvons examiner la situation de l'hépatite C, qui touche 71 millions de personnes. L'incidence de ces deux infections est plus de 10 fois supérieure à celle de l'épidémie de VIH. Le deuxième point important est l'augmentation des taux de mortalité dus au cancer et à la cirrhose du foie. La courbe jaune du tableau ci-dessous nous montre le taux de mortalité dû à l'hépatite virale et 1,3 million de décès dus à l'hépatite ont été estimés en 2015. Les projections suggèrent que si rien n'est fait d'ici 2040, le taux de mortalité dû à l'hépatite virale dépassera la somme des décès dus au VIH, à la tuberculose et au paludisme. Il est important de noter que les innovations faites dans les outils de diagnostic, les innovations dans le traitement de l'hépatite B et la guérison de l'hépatite C ont transformé le paysage de l'hépatite virale, faisant ainsi de l'élimination une réalité. En réponse à cette menace, l'Assemblée mondiale de la santé a approuvé la stratégie mondiale de santé pour l'élimination des hépatites virales d'ici 2030. Cette stratégie est particulièrement importante si l'on tient compte des régions du monde où la transmission de l'hépatite est stoppée et où tout le monde, sans exception, a accès à des traitements et à des soins sûrs et efficaces. Je sais que l'orateur suivant parlera en fait de la question de l'accès, qui est une préoccupation limitante pour l'hépatite virale. La stratégie mondiale comporte désormais 5 orientations et priorités stratégiques. Et surtout, elle a fixé les objectifs d'impact ambitieux conformes aux objectifs de développement durable. Et bien sûr, nous savons que la santé et le développement durable sont indissociables. Le cadre établi est similaire à ce que nous observons pour d'autres maladies infectieuses courantes, et il est basé sur une approche de santé publique. Et je voudrais répéter que cette approche de santé publique n'a pas été utilisée auparavant pour l'hépatite virale, mais qu'elle a été utilisée pour certaines des préoccupations sanitaires mondiales comme la tuberculose et le VIH, pour lesquelles nous disposons d'une décentralisation
et de soins abordables et disponibles. Un autre cadre important est la couverture universelle des soins de santé, où chacun a accès à des soins sans difficulté financière. Si l'on regarde ce graphique, les objectifs d'impact pour l'élimination de l'hépatite sont, premièrement, réduire les incidences de 90%. Cela signifie que sur 10 millions d'infections en 2015, l'objectif est d'atteindre moins d'1 million en 2030. En termes de mortalité également, avec 1,3 million de décès en 2015, nous atteindrons moins d'1 million de décès en 2030, en considérant donc l'élimination comme un objectif de santé publique. Ainsi, si vous regardez les objectifs relatifs à la couverture des services, 4 d'entre eux concernent les indicateurs de prévention et 1, le dépistage et le traitement de l'hépatite B. Le tableau indique la base de référence de 2015, les objectifs de 2020 et ce qui est prévu d'ici 2030. L'OMS a produit des directives pour l'hépatite dans différents contextes et tout cela est disponible pour soutenir l'élimination de l'hépatite, y compris les directives de l'hépatite B et l'hépatite C et même la notification et la surveillance. En juillet 2020, lors de la Journée mondiale de l'hépatite, les dernières directives relatives à l'utilisation des médicaments antirétroviraux dans un contexte de prévention de la transmission de l'hépatite B de la mère à l'enfant ont été publiées. Et bien sûr, le travail concernant ces directives se poursuit. L'OMS travaille également sur la certification et la validation de l'élimination de l'hépatite virale. C'est particulièrement important et n'oubliez pas que cette semaine, la région Afrique a célébré l'éradication de la polio. Celle-ci a été certifiée et cette certification des priorités de santé publique est réellement en cours pour diverses maladies. En ce qui concerne les rapports d'avancement, nous examinons l'état de l'élimination au niveau mondial. Ce qui sera fait dans cette présentation à l'aide de ce rapport multicolore où le vert indique notre niveau d'avancement sur la bonne voie et le rouge indique que peu ou pas de progrès ont été réalisés. La couleur jaune indique les actions incomplètes et les actions mineures ou les actions majeures incomplètes. Ainsi, la première chose que nous examinerons est la planification stratégique nationale. Bien sûr, nous savons que sans plan, il devient difficile de mener à bien la stratégie de riposte. Mais certaines actions ont été menées en élaborant des plans stratégiques nationaux pour l'hépatite virale qui sont alignés sur la stratégie mondiale. Et en février 2019, 124 pays avaient des plans nationaux. Beaucoup d'entre eux sont en état de projet et très peu d'entre eux ont été financés. À droite, nous avons des exemples de plans de divers pays, dont l'Australie, l'Éthiopie et le Nigeria. La question est donc de savoir où nous en sommes avec certaines des principales interventions de la prévention de l'hépatite. Cette diapositive montre les 4 interventions de prévention et vous pouvez voir que les choses sont en bonne voie en ce qui concerne la sécurité des injections dans les soins de santé. La vaccination des enfants contre l'hépatite B est en bonne voie. Cependant, la dose à administrer à la naissance en temps utile est incomplète. Et pour ce qui est de la réduction des risques, peu de progrès ont été réalisés à ce jour. Cette diapositive présente la prévalence de l'antigène S de l'hépatite B après l'introduction de la vaccination. Une autre réalisation faite ces derniers mois est l'atteinte d'un des objectifs de l'année 2020. Il s'agit de la prévalence de l'antigène S de l'hépatite B qui est de moins de 1% au niveau mondial. C'est une réalisation majeure,
mais vous constaterez que la réalisation est inégale et que les pays à faible revenu et certains pays à revenu intermédiaire ont une prévalence encore supérieure à 2% chez les enfants de moins de 2 ans. Il s'agit d'une réalisation importante au niveau mondial, car nous savons que cela se traduira par une diminution des cancers du foie et des cirrhoses du foie à l'avenir. Comme nous le savons pour l'hépatite B, les enfants ont une voie d'infection et une chronicité très sensible. Le graphique montre qu'un nombre de pays qui n'ont pas encore atteint l'objectif mondial se trouvent en Afrique. En ce qui concerne le dépistage et le traitement de l'hépatite B et C, où en sommes-nous aujourd'hui? Cette diapositive montre la cascade de soins pour l'hépatite C et l'hépatite B. Nous pouvons constater ensemble que malgré le grand nombre de personnes infectées, il existe un vide énorme de 70% à combler en matière de diagnostic et un vide similaire dans le traitement. Cela concerne l'hépatite B et l'hépatite C. Cette diapositive est intéressante et elle met vraiment en évidence certaines de nos expériences en Afrique concernant 4 composantes essentielles du programme de traitement des hépatites virales B et C entre 2015 et 2020. Cette approche a été mise en œuvre dans 2 pays principalement, que sont le Rwanda et l'Égypte. Mais l'Ouganda a également lancé une campagne de lutte contre l'hépatite B. En termes d'information stratégique et de surveillance, il s'agit là d'une lacune énorme. Et l'OMS a soutenu la surveillance de l'hépatite B, de l'hépatite au Cameroun, au Nigeria, en Ouganda, en Tanzanie et en Afrique du Sud. Mais il reste beaucoup de travail à faire pour mettre en place une surveillance de l'hépatite à grande échelle. En termes de financement, je veux dire, pour ce qui concerne les financements nationaux, ceux-là n'ont été obtenus que dans 2 ou 3 pays de la région Afrique. Pour ce qui concerne les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous allons maintenant nous pencher sur les principaux défis à relever pour parvenir à l'élimination. Et nous parlerons du manque de données et de planification, du manque d'engagement, de financement, du manque d'action, et cela doit commencer par la mise en place d'un plaidoyer suffisamment fort pour appuyer les actions à mener. C'est ce qu'a démontré le Talk Show mondial de 2020 organisé par l'OMS, qui a permis de faire un plaidoyer politique dans de nombreuses régions du monde. En termes de progrès, certains pays sont sur la bonne voie de l'élimination et il est possible de tirer des enseignements de ces pays pour l'avenir. Et ces enseignements sont considérés comme des facteurs clés de réussite. Ils incluent un engagement politique de haut niveau, le financement public des programmes de lutte contre l'hépatite B, l'importance de la mobilisation sociale. Et l'engagement communautaire est en fait utilisé même pendant la période de la pandémie de la COVID-19. La décentralisation des services est cruciale, ainsi que la sensibilisation et le renforcement des capacités des travailleurs ou du personnel de la santé. Une stratégie différenciée de dépistage a été identifiée et qualifiée d'importante pour promouvoir l'élimination. Maintenant, avec la pandémie de la COVID-19, ce tableau de bord de l'OMS sur les maladies liées à la corona montre qu'à la date du 27 août, qu'il y avait plus de 24 millions de cas confirmés et plus de 800 000 décès dus à la COVID-19 qui ont été signalés à l'OMS. Une partie de la modélisation de l'impact potentiel des perturbations des programmes de vaccination contre l'hépatite B des enfants et des nourrissons semble prévoir une augmentation significative des infections de l'hépatite B et du cancer du foie si aucun ajustement n'est effectué. Ce graphique montre qu'avec 60% de perturbations et de retard de guérison,
plus de 3 à 5 nouveaux millions de cas d'hépatite pourraient être enregistrés et 1 million de décès supplémentaires dus au cancer du foie et à la cirrhose du foie pourraient être identifiés au cours de la prochaine ou des 2 prochaines décennies. Ainsi, la COVID-19 a vraiment soulevé des défis majeurs. Les services de prévention, de traitement et de soins ont été perturbés. Les chaînes logistiques ont été interrompues et bien sûr, des ressources financières et humaines limitées ont été détournées pour répondre à la crise de la COVID-19, y compris le changement d'orientation politique. Et bien sûr, tout ceci se justifie. Mais cela signifie que nous avons perdu beaucoup de terrain conquis et d'efforts de sensibilisation à l'hépatite réalisés au cours des 5 dernières années. Cependant, les défis majeurs de la COVID-19 peuvent produire et présenter des opportunités pour une meilleure reconstruction. Et certaines façons dont nous pouvons mieux reconstruire les acquis sont mises en évidence ici. Elles incluent des innovations dans les prestations de services, notamment l'alphabétisation et l'engagement des communautés, ainsi que la décentralisation des services par le biais des soins primaires. En résumé, dans un monde touché par la COVID-19, l'élimination de l'hépatite reste essentielle pour garantir un avenir sans hépatite. Il est important de combler les lacunes liées à la mise en œuvre, à la sensibilisation, à la mobilisation des ressources et à la promotion des grands partenariats. Nous devons donc mieux reconstruire dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Pour résumer, je voudrais dire que nous devons voir grand au-delà d'un pays, d'une région. Nous devons penser à mener des actions à l'échelle mondiale, mais nous devons commencer par là où nous sommes. Nous devons commencer à petite échelle et c'est le moment de commencer. Commençons maintenant. Je tiens à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de faire cette présentation et je voudrais également remercier mes collègues pour la préparation de cette présentation et les différentes références utilisées. Je vous remercie beaucoup. Thank you very much, Fiumi, for this excellent presentation. So I would like the audience to know that there is going to be a panel discussion at the end of this session. So after you hear the speakers, you are going to click on the right side of the panel to be able to access the panel discussion. The next speaker will be Oriol Fernandez from CHAI, Indonesia, will present on access to treatment in Africa. Oriol is the Associate Director of Country Support Planning and Operations for the Viral Hepatitis Program at the Clinton Health Access Initiative. Bonjour à tous ceux qui participent virtuellement à la présente session. C'est un plaisir de participer à la séance d'ouverture de Kolda 2020 et bien que nous ne puissions pas être ensemble en présentiel, je tiens à remercier le comité d'organisation d'avoir trouvé les moyens créatifs de nous connecter virtuellement pour partager les leçons que nous avons apprises sur la prévention, le diagnostic et le traitement de l'hépatite virale en Afrique. Compte tenu des contraintes de temps, je concentrerai ma présentation aujourd'hui sur l'élargissement de l'accès au dépistage et au traitement de l'hépatite C, domaine dans lequel CHAI a concentré son appui ces dernières années. Je donnerai quelques exemples de pays de la région et je comparerai certains éléments communs de réussite entre ces pays. Ainsi, pour situer le contexte, disons que CHAI a lancé le programme de lutte contre l'hépatite virale en 2015 et nous travaillons actuellement avec les ministères de la Santé de 7 pays, dont 2 pays de l'Afrique subsaharienne, que sont le Rwanda et le Nigeria, pour élaborer le traitement de l'hépatite C. Notre approche se concentre réellement à 2 niveaux. Au niveau mondial, nous travaillons avec les gouvernements, les fournisseurs de médicaments et de produits de diagnostic, avec des partenaires pour permettre la mise en place d'un marché, ce qui implique la collecte et la diffusion d'informations sur le marché et la négociation d'une réduction significative des prix des médicaments et des produits de diagnostic. Au niveau national, nous travaillons avec les ministères et les partenaires pour développer et mettre en œuvre les principaux éléments constitutifs des programmes nationaux au sein du système,
qui s'étend naturellement au fur et à mesure de la maturité des programmes. Notre objectif global est d'aider les pays à catalyser une mise à l'échelle rapide du VHC pour atteindre les objectifs de son élimination. Vous avez vu de vos propres yeux comment un pays comme le Rwanda a fait évoluer son programme VHC depuis son lancement en adoptant une approche vraiment progressive, en développant des stratégies optimales pour mettre rapidement à l'échelle les tests et les traitements. Heureusement, le paysage mondial de l'hépatite C a connu des développements importants au cours de ces 5 dernières années, qui ont fait de l'élimination du VHC un objectif réalisable. Cette diapo présente certains de ces faits marquants. Le changement de paysage clinique, par exemple, a permis de simplifier l'approche de santé publique pour le VHC, ce qui permet de simplifier et de décentraliser les services liés au VHC. En ce qui concerne les tests, nous disposons d'un certain nombre de cascades pour le dépistage et de multiples plateformes de diagnostic en laboratoire et de soins pour les tests de charge virale du VHC, ce qui nous permet de décentraliser notre stratégie de recherche de cas et de corrélation avec les soins. Sur le plan du traitement, l'utilisation de médicaments pangénotypes signifie que les programmes n'ont plus besoin de tests génotypes et qu'ils peuvent éliminer le suivi de la charge virale et que les patients ont désormais besoin de moins de visites cliniques. Plus récemment, nous constatons des développements passionnants dans le domaine du traitement pédiatrique et une collaboration et un partage de données accru entre les pays afin de répondre aux nouvelles questions essentielles du programme d'élimination du VHC, comme la manière dont les pays à faible et moyen revenu prennent des décisions sur des options de retraitement des antiviraux à action directe sans avoir accès aux produits très coûteux des régimes recommandés par l'OMS. Compte tenu de cette évolution, de nombreux pays ont élaboré des plans nationaux de mise à l'échelle pour l'hépatite virale et d'élaboration du traitement de l'hépatite C. Avec l'augmentation des volumes, les prix des antirétroviraux à action directe génériques ont considérablement diminué. Les fournisseurs offrent des prix très bas aux pays qui s'engagent à faire une mise à l'échelle rapide. Concernant le financement, nous n'avons pas un seul grand donateur qui donne de nombreux financements pour chaque réponse d'élimination du VHB. Nous notons certains progrès cependant. Des pays comme le Rwanda, par exemple, augmentent leur engagement national pour l'élimination du VHC. Le Fonds mondial finance de plus en plus des programmes de co-infection par le VIH et des services de réduction des risques. Et l'Égypte, qui est à l'avant-garde de l'élimination du VHC, offre une assistance financière et technique pour l'élimination du VHC dans la région. Des progrès remarquables ont donc été faits en peu de temps. Concernant la tarification de l'accès au traitement, comme vous pouvez le voir sur le graphique de la diapositive, il y a eu une baisse significative des prix des antirétroviraux à action directe. Avant 2014 et avant les antirétroviraux à action directe, le prix était de plus de 3 000 $ par patient. En 2014, lorsque les antirétroviraux à action directe ont fait leur apparition, le prix d'accès aux innovateurs est tombé à environ 750 $ par patient. Actuellement, avec la disponibilité des produits génériques, le prix de référence des antirétroviraux à action directe continue de baisser. Par exemple, le Fonds mondial et le mécanisme d'achat de PNUD ont fixé des prix qui n'étaient que de 79 à 94 $ pour les soft DAC. Enfin, le Rwanda a pu obtenir le prix de traitement de 60 $ par patient lorsque le gouvernement s'est engagé à éliminer le VHC. Et c'est maintenant le nouveau prix de référence pour un coût de traitement complet préconisé par l'OMS. Je vais vous parler un peu de l'expérience du Rwanda. Il est important que toutes les parties prenantes aient accès à ce prix. Ainsi, en mai, Child a publié le tout premier rapport sur le marché du VHC afin d'accroître la transparence du marché, d'atténuer les obstacles du marché et de soutenir les progrès vers l'élimination du VHC. Le rapport fournit une source pour chaque information sur le marché du VHC qui est maintenant accessible au public et des informations sur les volumes historiques et les tendances des prix et suggère des moyens potentiels pouvant permettre au pays d'accéder aux diagnostics et aux médicaments à des prix plus abordables. L'Égypte, le Rwanda et le Nigeria se sont appuyés sur cette évolution mondiale pour lancer et élargir, étendre le dépistage et le traitement du VHC. L'Égypte, le Rwanda et le Nigeria sont à des stades très différents de leur programme d'élimination et l'ampleur du fardeau et de l'épidémie semble très différente d'un pays à un autre. Ainsi, chaque pays emprunte une voie différente pour
Nigeria, par exemple, alors que le taux national de prévalence du VHC est d'environ 1,1%, certains États comme Masarawa ont un fardeau beaucoup plus lourd. Le Nigeria a donc commencé par mobiliser le programme de lutte contre VHS à l'échelle nationale avec l'État de Masarawa en ligne de front. Le Rwanda adopte une approche progressive qui commence avec le dépistage au sein des personnes vivant avec le VIH et décentralise maintenant rapidement les services à l'échelle nationale pour atteindre les objectifs d'élimination du VHC. L'Égypte a fait preuve d'une volonté et d'un engagement politique fort et facilite le dépistage de masse et l'extension du traitement à l'échelle nationale. Ainsi, malgré les différences dans la mise à l'échelle des programmes, il existe des éléments communs sur lesquels nous pouvons nous attarder pour chacun de ces programmes et expériences qui peuvent aider à tirer des leçons pour d'autres pays de la région. CHAI a établi des partenariats avec le Nigeria et le Rwanda depuis le début de leur programme et je vais maintenant me pencher sur ces expériences de chacun de ces pays. Commençons par le Rwanda. Le Rwanda est un pays soutenu par CHAI qui a accéléré son engagement à éliminer le VHC avec l'objectif de le faire d'ici 2022. Le Rwanda a bâti son programme sur les principes de simplification, d'intégration, de décentralisation et de transfert des tâches et est en passe de devenir le premier pays de l'Afrique subsaharienne à éliminer le VHC. Le Rwanda a utilisé une approche progressive pour intensifier le programme initial. Après l'introduction des antirétroviraux à action directe et l'élaboration d'une directive clinique, le ministère de la Santé, en utilisant les ressources disponibles, a commencé par le dépistage des patients au sein de la cohorte ART. Ensuite, en utilisant les données du dépistage pour mettre en évidence la prévalence élevée au sein de la cohorte, le Rwanda a pu obtenir des ressources supplémentaires du Fonds mondial pour le test de charge virale et les médicaments pour traiter et guérir les patients co-infectés par le VIH et l'hépatite C. Le Rwanda a ensuite élargi son programme aux districts et aux populations fortement impactées. La combinaison de ces efforts a donné naissance au programme d'élimination du VHC et le Rwanda s'engage à traiter plus de 100 000 patients à la fin de 2018. Le Rwanda a tiré parti de son engagement pour garantir des prix compétitifs pour les médicaments et les produits de diagnostic et décentralise rapidement les services jusqu'au niveau des centres de santé. Pour moi, c'est un objectif d'élimination du VHC. Au début de cette année, chaque district du Rwanda s'est engagé à dépister plus de 130 000 personnes pour aider le pays à dépister 4 millions de personnes d'ici à la fin de l'année. Et le pays est en bonne voie pour le faire. Dans l'ensemble, l'expérience du Rwanda a démontré que la volonté politique combinée à une planification claire et à une intervention basée sur des preuves, en commençant par la population à forte charge et en tirant parti des infrastructures existantes, ainsi qu'un partenariat solide, sont les éléments clés nécessaires au programme d'élimination du VHC. Le Nigeria est maintenant à un stade plus précoce de son programme d'élimination du VHC et l'État de Masarawa ouvre réellement la voie à une plus grande mise à l'échelle nationale. Comme je l'ai déjà dit, l'État de Masarawa a un taux de séroprévalence de VHC à 2 chiffres, qui est nettement plus élevé que la moyenne du pays. C'est pour cela que CHAI appuie cet État. Ainsi, une fois le programme du gouvernement fédéral lancé, le ministère de l'État de Masarawa a mis en place le point focal de l'État pour l'hépatite virale en 2016, ainsi qu'un programme de traitement progressif qui s'est concentré sur l'élargissement de l'accès aux produits de diagnostic grâce à l'intégration des tests de charge virale du VHC sur les plateformes GeneXpert existantes dans l'État. Deuxièmement, l'extension du traitement aux 10 établissements initiaux en mettant l'accent sur les prestataires, le traitement initial et le conseil est une étape où les patients doivent payer de leur poche pour leur propre traitement. Troisièmement, l'État de Masarawa a également élargi la recherche de cas aux établissements de santé primaires et négocié des prix compétitifs pour les médicaments et les produits de diagnostic dans le cadre de son programme. En 2019, s'appuyant sur ces efforts, le gouvernement de l'État de Masarawa s'est engagé à développer une stratégie d'élimination du VHC pour la région et à élaborer un plan quinquennal d'élimination. Ce plan introduit des lignes budgétaires pour l'élimination de l'hépatite dans le budget 2020 de l'ESA et a préparé le terrain pour le lancement et l'élargissement des services à environ 200 000 patients vivant avec le VHC à Masarawa. Le plan d'élimination prévoit maintenant une approche progressive similaire à celle du Rwanda, qui donne la priorité aux patients atteints du VIH en s'appuyant sur les prestations de services existantes et en produisant des données probantes en vue de la poursuite de la mise à l'échelle du programme.
L'expérience de Massawa présente des similitudes avec ce que nous avons observé au Rwanda. Il s'agit du développement d'infrastructures de l'État par l'intégration des services afin d'accélérer l'accès aux produits de diagnostic et au traitement, ainsi qu'à la mise à l'échelle stratégique du programme en un programme d'élimination dans le cadre duquel le gouvernement s'engage à fournir un financement catalytique initial. Pour conclure cette présentation, des enseignements collectifs peuvent être tirés des expériences des pays comme le Rwanda et le Nigeria pour d'autres pays qui envisagent de lancer et d'élaborer des programmes publics. Nous avons vu que les pays qui sont plus avancés dans le programme d'élimination ont adopté une approche progressive pour mettre en évidence le fardeau local de la maladie et obtenir un engagement politique en ciblant d'abord les groupes à haut risque. Ils ont exploité les possibilités d'intégration en s'appuyant sur les infrastructures sanitaires existantes, ont obtenu l'engagement du gouvernement et de leadership politique pour catalyser les efforts, ont tiré parti des informations actuelles sur le marché pour négocier et garantir des prix abordables pour les médicaments et les produits de diagnostic dès le début du programme. Ils utilisent les partenariats locaux et internationaux existants pour soutenir le programme d'élimination. Et ce sont des éléments qui ne sont pas seulement communs à des pays comme le Rwanda et le Nigeria. Nous avons vu ces mêmes éléments dans des pays d'Asie que nous soutenons aussi. Bien que je n'ai pas abordé le VHB dans ma présentation, il est important de reconnaître que les éléments d'un programme solide d'élimination du VHC jettent les bases de l'élargissement du dépistage et du traitement du VHB. Le Rwanda, par exemple, a inclus le dépistage du VHB dans sa campagne. Outre la disponibilité des vaccins efficaces et abordables contre le VHB, y compris la dose critique à la naissance, et la publication des nouvelles directives de l'OMS visant à prévenir la transmission du VHB de la mère à l'enfant, offre la possibilité d'intégrer les services de lutte contre le VHB destinés aux femmes enceintes et à leurs nouveau-nés en tant que service de santé complémentaire et constitue une voie claire vers une génération exempte de VHB. En effet, les pays d'Afrique disposent de programmes solides de lutte contre la transmission du VIH de la mère à l'enfant, doivent et peuvent s'appuyer sur ces programmes pour introduire le dépistage et le traitement du VHB chez les femmes enceintes. Enfin, nous savons que de nombreux pays sont maintenant confrontés à la pandémie sans précédent de la COVID-19 et à leur réponse à la pandémie. Mais nous devons également veiller à ne pas perdre la dynamique du programme d'élimination de l'hépatite virale et d'autres priorités similaires. En effet, les actions visant à contrôler la pandémie de la COVID-19 peuvent renforcer la lutte contre d'autres pandémies. Par exemple, les investissements de la lutte contre la COVID-19 peuvent être mis à profit pour développer la capacité de diagnostic intégré des plateformes. Nous avons fait beaucoup de progrès au cours des 5 dernières années, mais il reste encore un certain nombre d'obstacles à franchir pour effectuer la mise à l'échelle rapide des programmes de lutte contre l'hépatite virale. Des pays comme l'Égypte, le Rwanda et le Nigeria démontrent que ces obstacles ne sont pas insurmontables. Sur ce, je termine ma présentation et je passe la parole au président de séance. Merci beaucoup. Thanks, Oriel, for this great presentation. And now it's my pleasure and honor to introduce the local chair of COLDA 2020, Professor Papa Salom Mbaye from Senegal. And even though we're not able to meet face-to-face in Senegal, alas, we will inform you, he will inform you about the local situation of liver disease in Senegal. Professor Mbaye is from Department of Hepatology and Gastroenterology, Principal Hospital, Dakar, Senegal. He's also the former president of the African Society of Gastroenterology, Hepatology, and Endoscopy. Professor Mbaye. Chers amis, chers consoeurs, je vous remercie et je vais vous parler aujourd'hui de la situation des maladies hépatiques au Sénégal. Les maladies hépatiques constituent un problème de santé publique dans notre pays, du fait de la grande fréquence des hépatites virales. Et la prévalence de ces hépatites virales est variable en fonction des virus et des zones géographiques en Afrique. Les virus de l'hépatite B et les virus de l'hépatite C, qui sont prédominants en Afrique, ont deux profils différents au Sénégal, ou dans ces pays où il existe un programme national de lutte contre les hépatites.
Nous voyons ici, pour le virus de l'hépatite B, le Sénégal se trouve dans les zones de haute prévalence du virus de l'hépatite B en Afrique au sud du Sahara, où le taux de prévalence est supérieur à 8%. Et nous voyons au Sénégal aussi, les deux génotypes prédominants sont le génotype E et le génotype A. Et différentes études, depuis 1973, ont montré la grande fréquence de cette infection virale B au Sénégal, entre 11 et 17%. Mais les dernières études réalisées en 2016 et 2017, la prévalence tourne autour de 12%. Et pour dire aussi que 85% de la population avant 2000 a eu un contact avec le virus de l'hépatite. Et quand on étudie la co-infection entre le virus de l'hépatite B et le VIH, cette co-infection tourne entre 8,8% et 16,8% suivant les différentes études. Mais on voit bien que ça ne change pas. Autant l'infection par le VIH est acquise pendant l'âge adulte jeune, l'infection, à ce moment, le statut sérologique vis-à-vis du VHP est déjà fait auprès du patient. Et quand on étudie les études de prévalence chez les enfants, on voit bien ici que avant 2000, la prévalence chez les enfants tournait autour de 12%. À part de 15 ans, la prévalence des enfants tournait entre 11 et 15%. C'était celle de l'adulte. Donc, à partir de 15 ans, la prévalence n'augmentait plus. Mais cette étude récente, confirmée par une autre étude de l'IRD, montre actuellement, depuis le démarrage de la vaccination contre l'hépatite B, la prévalence de cette infection a nettement diminué. Dans cette étude, elle tourne autour de 1,1% et seulement 4,5% des enfants ont des anticorps anti-HBC positifs, donc ont eu un contact avec le virus de l'hépatite B. On voit bien, 77% avaient des anticorps anti-HBS, donc un profil de vacciner, mais malheureusement, seulement 56% avaient un taux d'anticorps anti-HBS protecteur supérieur à 18. La transmission de cette infection virale B au Sénégal se fait essentiellement par voie horizontale et périnatale, donc entre l'âge de 2 ans et 12 ans le plus souvent, ou bien dès la naissance, vu le contact étroit de l'enfant avec sa mère quand sa mère est porteuse du virus. Et la transmission horizontale se fait par soit les parents, soit un membre de la famille qui est infecté par le virus hépatite. Quant à la mortalité due aux hépatites au Sénégal, quand on se réfère à Globoscan 2018, il y avait 1083 décès. Et donc, l'infection par le virus de l'hépatite B, le cancer du foie est le deuxième cancer au Sénégal chez l'homme et le troisième cancer chez la femme. Il faut peut-être dire que ces données sont sous-estimées du fait de l'absence de risque de cancer dans beaucoup de pays. Dans le pays, il n'y a pas de risque de cancer, de risque national de cancer. Donc, ces décès aussi sont sous-estimés du fait que les décès par hépatite grave et par cirrhose n'ont pas été comptabilisés. Donc, quel est le profil des porteurs chroniques du virus de l'hépatite B au Sénégal? Quand on veut faire une évaluation initiale, on est limité par la faisabilité des explorations fonctionnelles hépatiques chez la majorité des patients, du fait de l'accessibilité limitée aux tests moléculaires. L'évaluation du taux de DNA viral, qui est le test moléculaire, coûte extrêmement cher pour la majorité des patients. Parfois aussi, ils n'ont pas accès aux examens morphologiques permettant d'étudier le foie dans sa forme. Dans cette étude réalisée par le docteur Salamata Diallo, sur 728 patients infectés par le VHB, il y avait 7 cas d'hépatite aiguë, 442 cas d'infection chronique par ce virus et surtout 161 cirrhotiques et 118 cas de carcinopathe. Donc, les patients sont dépistés au stade de cirrhose et de cancer du foie dans une forte proportion. Quelle est la prise en charge proposée à ces patients? L'interféron PJD est rarement utilisé du fait de son coût très élevé, mais aussi les critères de bonne réponse à l'interféron ne sont pas compatibles avec nos patients qui ont des infections chroniques et chez qui aussi, on sait que l'interféron est beaucoup plus efficace dans les infections récentes, mais aussi nos patients
ont une activité extrêmement faible. C'est que pour que son action immunomodulatrice puisse être efficace, il faut qu'il y ait une activité suffisante au niveau du foie. Par contre, ce sont les enzymes nucléosidiques, qui sont surtout utilisés dans les tenofovir, diproxylfumarate, subventionné par l'État avec un coût de 10 € par mois, disponible dans les structures sanitaires de référence. Nous n'avons pas le TAF pour le moment. L'entecavir est rarement utilisé chez les patients qui présentent des contre-indications au tenofovir, c'est surtout les patients atteints de maladies rénales. Qu'en est-il de la vaccination, qui doit être notre arme la plus importante, la plus utilisée? Elle est disponible au Sénégal depuis 1999. En 2004, cette vaccination est intégrée dans le programme élargi de vaccination. Malheureusement, c'est un vaccin pentavalent qui est administré à 6 semaines. Ce n'est pas l'idéal. Par contre, depuis 2016, le vaccin monovalent anti-VHB est disponible et est administré le jour de naissance. Le taux de vaccination à la naissance en décembre 2018 était estimé à 82%. Quant au virus de l'hépatite C, sa prévalence est très faible, beaucoup moins fréquente que le virus de l'hépatite B. Cette séroprévalence qu'on a, surtout une séroprévalence, tout se situe entre 1,4% et 1,6%. Bien sûr, très élevé chez les hémodialysés, aussi très élevé chez les utilisateurs de drogues intraveineuses. Quel est le traitement qu'on propose à ces patients? Dans notre pays, le génotype 2 est le plus fréquent. Donc, avant même l'avènement des antiviractions directes, nous utilisons l'interféron plus la ribavirin. Cette association guérit presque tous les patients atteints de virus de l'hépatite C avec un génotype 2. Actuellement, les antiviraux à action directe sont disponibles, mais ils ne sont pas accessibles du fait de leurs coûts qui sont très élevés. Donc, du fait de la faible prévalence de l'hépatite C dans notre pays, les laboratoires pharmaceutiques n'y sont pas présents et les médicaments sont commandés en Côte d'Ivoire à Abidjan avec surtout le sofosbuvir et le velpatasvir. Les autres maladies hépatiques sont rares. Les maladies alcooliques du foie, les maladies auto-immunes sont très rares dans notre pays. Par contre, le foie gras, comme dans tous les pays, est en progression. Mais notre priorité actuellement, c'est le virus de l'hépatite B, qui est surtout à l'origine du cancer du foie, qui est très fréquent dans notre pays. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que les hépatites virales constituent un véritable problème de santé publique au Sénégal, dominé par l'hépatite B et surtout la morbidité et la mortalité atteintes des sujets jeunes entre 35 et 45 ans. Le dépistage doit être fait, mais on est confronté à des problèmes d'accessibilité pour la majorité des patients qui n'ont pas les moyens. Donc, surtout, l'arme principale doit être constituée par la vaccination, en essayant de vacciner le maximum d'enfants le jour de naissance avec le monovalent. Je vous remercie. Thank you very much, Professor Mubai and all the speakers for the great presentations. And now the live panel discussion will start. To access this, please click on the Zoom link on the right side of the page under session information. The panel will be led by Professor Lassi, Professor Mubai, Oriel Fernandez, and Kenneth Kabagambe from the National Organization for People Living with Hepatitis B in Uganda.